faire les questions plutôt à la fin du webinaire. Donc, on a plusieurs parties, mais on va essayer de regrouper tout à la fin. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, utilisez la chat box pour les écrire. On va essayer de les noter, de regrouper un peu les questions qui se ressemblent et d'essayer d'y répondre. Et on pourra de toute façon, en levant la main, poser des questions à la fin du webinaire, comme vous le souhaitez. D'accord? Voilà. Donc, Bruxéo et le pack énergie, une petite introduction sur le pack énergie de Bruxéo. Donc, en fait, Bruxéo, c'est une confédération bruxelloise des entreprises à profit social. Et c'est une confédération patronale, intersectorielle et pluraliste. Donc, notre objectif, c'est de défendre le secteur à profit social auprès des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. Et on essaie de fournir des services de qualité à nos membres. Donc, on a plusieurs missions. On assure le suivi des accords sociaux bruxellois concernant notre secteur à profit social. On défend le fonctionnement du secteur et on essaie de faire la promotion de ces services. On essaie de coordonner et de représenter les différents intérêts patronaux intersectoriaux au niveau de la région Bruxelles-Capitale et on participe au dialogue socio-économique. Et on fait la promotion du développement du secteur profit social, privé comme public. Alors, vous connaissez sans doute, hein, le secteur profit social, c'est plein de domaines. Donc, ça recouvre effectivement tout ce qui est enseignement, aide, soins à domicile, l'aide sociale à l'enfance, des activités travail adapté, tout ce qui est socio-culturel, l'établissement de services de santé, et tout ce qui va être ce qui concerne la santé et les hôpitaux. Alors, le pack énergie du secteur à profit social, donc c'est dans ce cadre-là que ce webinaire est organisé, que une des grosses activités de Bruxéo se place. Donc, c'est vraiment, notre but, c'est vraiment de faire un coaching énergétique pour les entreprises bruxelloises. Bruxéo travaille en partenariat avec l'ICED, qui est une ASBL, qui est un bureau d'études et qui peut complémenter nos compétences en cas de besoin et qui nous soutient quand on a beaucoup de demandes, ce qui est un peu le cas en ce moment. Donc, notre service est reconnu, subsidié par Bruxelles Environnement. Et on a donc différents services. L'offre de Bruxéo est bilingue et tous nos services sont gratuits. Donc, la méthodologie qu'on utilise dans le cas du pack énergie, c'est qu'on part en fait des objectifs de 2050. Ça va vraiment être là-dessus qu'on va insister sur ce webinaire. La vision 2050 qui consiste à avoir des très très bonnes performances énergétiques de tout le parc immobilier bruxellois. Et on va donc, à partir de cet objectif-là, réaliser un diagnostic énergétique avec ce qu'on appelle des quick scans. On va voir qu'on a plusieurs formules de diagnostic. Et on va définir un plan d'action. Et à partir de ce plan d'action, on va faire un travail itératif. On va faire un suivi des consommations, proposer des travaux, des actions de sensibilisation, et on refait, enfin on continue sur le suivi des consommations de telle manière à avoir un bâtiment efficace énergétiquement au fur et à mesure des étapes et en se rapprochant de plus en plus de l'objectif 2050. Alors, les objectifs de la région Bruxelles-Capitale 2050. Donc, la vision 2050 est extrêmement ambitieuse. Donc, le but de la région est de réduire les émissions des gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport aux émissions de 2005 et au minimum de 80% à l'horizon 2050.
Et donc, c'est un objectif extrêmement ambitieux. Et on voit bien sur la coupe qu'on est pour l'instant pas tout à fait sur la pente qu'il faudrait avoir pour avoir l'objectif, en tout cas en 2050. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment mettre les bouchées doubles pour avancer sur une rénovation la plus performante possible du parc immobilier bruxellois. Alors, pour le secteur tertiaire non marchand, c'est encore plus exigeant puisqu'on veut tendre vers des bâtiments neutres en énergie en 2050 pour le chauffage, la production d'eau chaude et leur refroidissement. Donc ça ne va pas se faire en un jour. On a bien conscience étant donné que le parc immobilier bruxellois est de mauvaise qualité en termes de performance énergétique, on va devoir le faire en plusieurs étapes. Et donc, selon la disponibilité de vos budgets, on va avoir des phasages plus ou moins courts, plus ou moins longs. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Voilà, donc l'idée de ce séminaire, c'est justement de discuter comment est-ce qu'on fait ça par étapes. Hein, comment est-ce qu'on fait ce phasage-là? Alors, de manière générale, la stratégie pour qu'un bâtiment soit neutre en énergie, il faut donc phaser les travaux en fonction des budgets disponibles et des aides. On va détailler un petit peu ça. Utiliser des normes d'isolation ambitieuses au-delà de la norme actuelle, parce que pour l'instant, les normes qui sont d'application pour demander des primes ne sont pas tout à fait suffisantes pour atteindre cette neutralité carbone en 2050. Donc, nous, on encourage à aller un peu au-delà des normes dans nos rapports et dans les conseils qu'on vous donne. Ce qui est très important, c'est de prévoir le phasage des travaux ultérieurs lors de la réalisation d'une première phase de travaux, c'est-à-dire toujours avoir en tête l'étape d'après, pas faire un petit bout et réfléchir à l'étape d'après plus tard. Éviter les situations lock-in, donc qui vont bloquer la réalisation de futurs travaux. Par exemple, si on pose des panneaux solaires, ce qui est tout à fait à la mode en ce moment sur une voiture, si elle n'est pas isolée ou si elle est en mauvais état, et bien on va induire des travaux, on va soit empêcher de faire une isolation correcte de la toiture, soit on va induire des surcoûts pour enlever les panneaux, refaire une isolation pour remettre ensuite les panneaux. Donc on va avoir une situation qui est défavorable à la fois économiquement et stratégiquement. Et ce qui est important, c'est de faire dans le bon ordre pour ne pas avoir à refaire les choses, justement, typiquement l'exemple cité ci-dessus. Donc, la stratégie, c'est vraiment un processus itératif qui nécessite un plan d'action et plusieurs niveaux d'évaluation. Donc, très important, il faut faire l'état des lieux où on est et le faire à plusieurs occasions. Il y a des gestes de sobriété énergétique dont on va un petit peu parler, qui sont plutôt dans les comportements qui sont importants de garder en tête en permanence. Pareil pour l'efficacité énergétique et puis l'utilisation d'énergie renouvelable. Et donc, tout ça, c'est un processus itératif. C'est rénovation. Merci de couper votre micro, s'il vous plaît. Alors, dans quel ordre est-ce qu'il faut faire pour une rénovation donc, est-ce qu'il faut changer le mode de chauffage avant ou après avoir isolé? Quand est-ce qu'il faut placer des panneaux solaires? À quel moment changer les châssis? Est-ce qu'une pompe à chaleur est intéressante maintenant? C'est un peu des questions qu'on rencontre souvent lors de nos visites ou lors d'échanges qu'on a et qu'on va essayer de clarifier, donner des pistes de réflexion là-dessus. Alors, la ligne directrice, quand on va passer une rénovation, c'est de partir de l'état initial de votre bâtiment, hein, avec ses caractéristiques, son mode de chauffage, ses parois, quel est le volume chauffé actuellement, et partir sur le point de mire, l'état final en 2050, quand tout sera idéalement réalisé, avec une enveloppe parfaitement étanche, qui peut être éventuellement différente, un mode de chauffage éventuellement différent, des sources d'énergie renouvelable. Voilà. Et on va essayer de dire comment est-ce qu'on fait pour arriver à cet état final par étape.
Donc, c'est bien une étape évolutive hein, qui se fait, ça ne se fait pas dans un seul jour, ça va être dans de plusieurs manières, sauf si vous avez gagné au loto. Alors, comment bien phaser? Alors, le premier conseil que je donne, qui est vraiment très très important, c'est qu'il vaut mieux très bien faire une partie que de vouloir trop en faire sans le faire bien. Donc, des fois, on a la tentation de dire ben, on va isoler un petit peu tout partout avec une petite épaisseur vite fait, et puis comme ça, euh, on aura déjà avancé dans le processus. Et en fait, ça peut être un piège. Parce que si on ne fait pas suffisamment bien, ben on va se rendre compte que dans 10 ans, dans 20 ans, on va devoir le refaire parce qu'on va se rendre compte que ce n'est pas suffisant. C'est une erreur extrêmement fréquente qui est vraiment faite et qu'il faut éviter absolument. L'autre critère, c'est de fonctionner par zone. Donc se dire, ben voilà, cette année, je n'ai pas le budget pour tout faire, mais je vais faire très bien telle partie, telle toiture, telle façade, je change tel équipement et les autres, ben, je continue à m'en servir tel quel. Donc le critère, souvent, ça va être de donner la priorité à ce qui a le plus d'impact une plus grande rentabilité financière, donc il y a là où il y a la plus grande perte d'énergie. Très généralement, c'est la toiture, mais pas toujours, ça dépend un petit peu des bâtiments et de l'état dans lequel vous êtes. Mais ça peut être, disons, une ligne directrice. Si vous n'avez aucune isolation dans votre bâtiment, c'est vraiment important de commencer par la toiture, qui est très généralement par là que la perte est le maximum pour une raison à la fois que c'est une grande surface et ensuite une deuxième raison qui est le fait que l'air chaud monte. Et donc, par convection, toute la chaleur de votre bâtiment va avoir tendance à s'accumuler naturellement dans la partie haute. Et si vous avez une toiture non isolée, voire perméable au courant d'air, ben, vous avez littéralement une immense fenêtre ouverte au-dessus de votre maison et votre bâtiment et qui perd énormément de chaleur. Alors, par quoi commencer? Ben, il y a un peu l'idée des low-hanging fruits, donc voilà, qu'est-ce qui est accessible très facilement euh, dans votre cas. Alors, l'étape numéro 1, ça va être tout ce qui va être pratiquement sans investissement. Hein, donc, tout ce qui est ajustement, régulation des appareils. Typiquement sur le chauffage, on se rend compte que dans la grande majorité des visites de bâtiments qu'on fait, le chauffage est mal réglé, les plages horaires ne sont pas bonnes, les températures ne sont pas bien choisies. Donc, il y a une grosse potentialité de faire une économie d'énergie substantielle pour quasiment aucun investissement au niveau du réglage du chauffage. Pareil pour l'eau chaude sanitaire, encore plus pour les climatiseurs, la ventilation et l'éclairage. C'est des choses qui sont très faciles à mettre en œuvre avec des très faibles investissements. L'autre critère, c'est de remplacer ce qui est en fin de vie par du plus performant. Donc, si vous avez une chaudière qui est complètement souffreteuse, qui est à peine réparable, ben, il va bien falloir la changer par quelque chose de plus performant. Et là, on verra un peu, quand on discutera de la partie plus spécifiquement chauffage, qu'il y a plusieurs stratégies, sachant que la durée de vie de certains équipements ne permet pas d'aller jusqu'à 2050. Et donc, on a peut-être une phase intermédiaire où on peut faire un changement qui ne sera pas la vision définitive. Alors, adopter des gestes de sobriété énergétique, ça, c'est ce qu'on a un petit peu tous appris à faire très récemment. Je vois qu'il y a pas mal d'écharpes autour du cou et de gros pulls. Donc, on est tous dans la démarche et c'est quelque chose de tout à fait efficace. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des quick wins. On met toujours ça en avant dans nos rapports. C'est vraiment des toutes petites choses qui vont apporter des gains. Typiquement, isoler les conduits de chauffage dans les sous-sols, dans les parties non chauffées, dégager les radiateurs, c'est des petites mesures. On a un très faible coût et un bénéfice immédiat. Alors, l'étape d'après, ça va être essayer d'identifier le chaînon fragile de l'ensemble de votre bâtiment, hein, toutes les performances. Donc, quels sont les points faibles de l'isolation, les points faibles du chauffage. Donc, généralement, c'est assez facile à faire. Et dans les rapports
de priorité énergétique, qui est les rapports qu'on fait aujourd'hui, on met en avant justement ces points faibles comme étant les premières choses à faire parce que voilà, elles sont évidentes, majeures et souvent relativement simples à mettre en œuvre. Donc, des exemples de travaux urgents. Bon, si votre roofing est dégradé, si votre chaudière est en panne, si vos châssis ne ferment plus bien, bah, ça va être quelque chose qu'il va falloir mettre dans les premières phases de travaux parce que c'est juste un besoin immédiat. Alors, l'étape ensuite, c'est vraiment de choisir des critères ambitieux. Donc, on a parlé un petit peu de l'isolation. Aujourd'hui, on a des primes pour l'isolation, par exemple, des façades avec des résistances, valeurs de résistance thermique de l'ordre de 4. Nous, on va préconiser plutôt des valeurs de l'ordre de jusqu'à 8, qui va permettre d'atteindre des performances qui sont celles équivalentes à des bâtiments passifs et qui vont donc être vraiment intéressants. C'est pas l'épaisseur d'isolant qui coûte le plus cher, c'est vraiment la mise en œuvre, la finition et tous les travaux annexes. Donc, c'est intéressant de mettre plus performant plutôt que d'être un peu ric-rac sur ces épaisseurs-là. Alors, ce qui est important aussi, c'est de choisir des méthodes de mise en œuvre qui sont compatibles avec les phases ultérieures. Euh, donc, si par exemple vous isolez la façade, il va falloir penser, et que vous avez besoin de changer les châssis un jour, c'est intéressant de penser à la manière de le faire, de telle manière à ce que vous ayez quelque chose qui sera optimum en termes de performance derrière. Également, vérifier les interactions entre les travaux. Hein, quand on fait des travaux à un endroit, on peut avoir des conséquences sur un autre endroit. Ça peut être, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors, un exemple d'interaction, ben, si vous devez changer des châssis, vous allez modifier le renouvellement d'air, car vous allez avoir un bâtiment beaucoup plus étanche à l'air. Et donc, une des conséquences, ça va être qu'il faudra peut-être prévoir une ventilation mécanique avec une régulation pour avoir le bon niveau de renouvellement d'air pour une qualité de l'air pour le travail. Alors, quelques exemples de première phase, donc sur un bâtiment qui ne serait pas isolé du tout, on identifie le volume chauffé, donc quelle est la partie qui est utilisée et qui est chauffée. Et donc là, on va dire, bah, par exemple, isoler le plancher des combles si elles sont inutilisées. C'est quelque chose qui est très très rapidement rentabilisé. Avec les primes, c'est temps de retour sur investissement simple et de l'ordre de 1 à 2 ans. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire très très facilement. De la même manière, isoler le plafond des caves, pardon, ce n'était pas le plancher. Donc la partie qui donne sur la partie non chauffée du volume, c'est pareil avec les primes. C'est des travaux qui sont assez peu coûteux et avec des primes intéressantes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est efficace à faire. Tout ce qui va être isolation des toitures plates, donc d'autant plus si votre étanchéité, votre roofing est déjà âgé, un peu ancien, ça peut être vraiment intéressant. Les primes sont bien, et comme je vous l'ai dit, tout ce qui est isolation de toiture, ça donne un très bon, c'est rapidement rentable, un très bon gain d'énergie. Si vous faites ça dans un exemple comme celui-ci, on peut rapidement avoir un gain d'énergie de l'ordre de 50%, tout en n'ayant fait qu'une partie d'enveloppe. Placer des panneaux photovoltaïques, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, on a encore des certificats verts. Il y a eu un séminaire il n'y a pas très longtemps que vous pouvez télécharger sur le site de Bruxéo qui explique un petit peu les détails. Ça reste quelque chose de vraiment intéressant avec ces mécanismes d'aide et ça réduit votre facture d'électricité de manière conséquente, mais à ne faire que sur une toiture qui est déjà isolée et refaite. Alors, la phase ultérieure, c'est de réévaluer les points les plus faibles après la première phase réalisée, c'est-à-dire refaire une analyse en disant, ben voilà où j'en suis, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour améliorer au-delà des performances. Donc, un exemple de deuxième phase, ça serait isoler
le mur arrière. Généralement, c'est quelque chose qui est assez facile à faire par l'extérieur, idéalement, pour avoir une bonne continuité de l'isolation, une bonne efficacité. Mais ça peut induire le changement des châssis à l'arrière. Et ça, souvent, c'est un investissement qui est coûteux et qui s'amortit sur le long terme, mais il y a un gain de confort tout à fait conséquent qui va vous permettre de baisser la température de consigne de chauffage et donc de faire des gains d'énergie indirects qui sont tout à fait importants. Dans ce cas-là, il faudra peut-être placer une ventilation si l'enveloppe devient trop étanche. Et on peut espérer gagner à nouveau à peu près la moitié de la consommation qu'on avait après la phase 1. Donc, on continue à aller dans la bonne direction. Alors là, je vais vous parler plus spécifiquement de la partie isolation. Et puis, ma collègue Juliette vous parlera un petit peu des autres parties, chauffage et ventilation et autres. Alors, le grand principe pour une isolation de qualité, c'est vraiment de faire en sorte que la pose de l'isolant se fasse dans une continuité. Hein. Donc, le critère qu'on apprend dans les écoles, c'est de vraiment dire qu'on doit faire le tour de l'isolant de la maison sans jamais lever le crayon du papier. Donc, si on est capable de faire le tour complet, on n'a pas de pont thermique et donc on a une isolation de très bonne qualité. Ce n'est pas toujours possible, mais on va essayer de le faire le mieux possible. Donc, un exemple des inconvénients, si on fait une isolation par l'intérieur, c'est qu'on va avoir cette discontinuité. Donc, on va avoir l'isolation d'un étage et de l'autre, et la dalle va transmettre une partie de la chaleur sur le mur extérieur. Donc, on va avoir un pont thermique si on fait cette isolation par l'intérieur. Donc, une isolation par l'extérieur, par contre, résout complètement ce problème-là, puisqu'on va avoir une continuité. Et donc, tout ce qui se passe à l'intérieur n'a plus beaucoup d'importance. Alors, évidemment, l'isolation par l'extérieur à Bruxelles, sur les façades côté rue, qui ont souvent une valeur patrimoniale, c'est très difficile, c'est souvent impossible. Donc, on va être forcé de trouver un peu des astuces pour le faire par l'intérieur quand c'est possible, et il y aura un certain compromis qui sera fait à ce niveau-là. Alors, un autre exemple d'isolation qui est assez intéressant, c'est l'isolation en coulisses. Donc, c'est vraiment, il y a dans beaucoup de bâtiments, il y a donc un mur porteur, un espace ventilé et un mur de briques de parement, et on a une coulisse qui est vide, qui est faite souvent pour faire une aération, une ventilation pour assécher un petit peu les murs. Cette coulisse, on peut injecter un isolant assez facilement à l'intérieur. Ça laisse passer les ponts thermiques un peu partout. Mais c'est quelque chose qui peut être une solution, je dirais, transitoire, parce qu'on a un gain d'énergie qui est relativement conséquent. Il y a des aides qui sont assez importantes là-dessus, mais la performance reste assez modeste. Donc, c'est vraiment la solution, je dirais, de secours et vite faite, parce que si vous faites ces travaux cet hiver, d'ici l'hiver prochain, vous avez déjà quasiment remboursé les frais d'isolation. Donc, c'est vite rentable, mais c'est peu performant. Donc, c'est une étape intermédiaire, mais ça doit pas être l'étape finale de l'isolation de votre bâtiment. Alors, je voulais un petit peu parler aussi de comment est-ce qu'on mesure les pertes d'énergie sur un bâtiment. Donc, en fait, les pertes d'énergie, c'est proportionnel à la surface d'échange avec l'extérieur et avec le coefficient de transmission qu'on appelle la valeur U. Donc, selon la géométrie des bâtiments, on va avoir, par rapport à une référence d'un bâtiment cubique à 2 niveaux, on va avoir des pertes plus importantes si le bâtiment n'a qu'un seul niveau, ou des pertes moins importantes si on est dans un bâtiment 2 façades, ce qui est assez courant à Bruxelles, et des pertes plus importantes si on a des bâtiments qui ont des formes un petit peu irrégulières. Donc, on ne peut pas beaucoup jouer au niveau du bâtiment quand il est déjà construit, mais si on crée des extensions, ça peut être intéressant de tenir compte de ce facteur de forme. Alors, la valeur U, donc un petit exemple, hein, c'est le coefficient de transmission d'une paroi, donc un simple vitrage a un coefficient de 5,8, alors c'est des watts par mètre carré Kelvin, c'est pour donner un ordre de grandeur. Un linteau en béton, on va être à peine en dessous,
un mur non isolé, on va être dans l'ordre de 2, un double vitrage ancien de 2,8, et plus on va avoir des parois de bonne qualité d'isolation, donc un double vitrage haute performance actuelle, on est plutôt à 1, triple vitrage 0,6, un mur bien isolé selon la norme pour avoir les primes, c'est 0,24, un mur isolé passif, qui est un peu ce qu'on vous conseille, est de l'ordre de 0,12. Donc on voit que cette variation de coefficient de transmission se traduit par une consommation de... Je prends dans les mains. Donc, on voit que ces valeurs correspondent à des consommations de gaz par mètre carré par an qui vont être importantes. 24 mètres cubes de gaz par mètre carré par an, c'est important. Et plus on arrive vers des valeurs inférieures, enfin des meilleures valeurs de U, plus la consommation va diminuer. Elle ne sera jamais vraiment égale à 0, mais elle va quand même baisser de manière considérable. Alors, les normes évoluent partout en Europe. Donc, dans tous les pays d'Europe, on avait des normes qui ont évolué au fur et à mesure des années. Ça, c'est le cas de la France. Il y a la même chose un peu dans tous les pays. Donc, c'est important, à mon avis, d'anticiper les normes d'isolation parce que les normes de 2022 risquent d'être rendues plus strictes en 2028, en 2030, en 2035. Et donc, il vaut mieux aller directement sur des valeurs plus exigeantes plutôt que d'avoir à refaire. Donc, les conseils qu'on donne actuellement, c'est ces normes-ci. Donc, on donne des normes de U015, donc une résistance de 6,5 pour les murs ou plus si possible. Pour les toitures, résistance de 8. Les vitrages, en double vitrage aujourd'hui, tous les vitrages sont à peu près de l'ordre de 1,0 pour la vitre elle-même. Le châssis est un petit peu moins bon en général. Et on peut aussi penser à des triples vitrages dans certains cas, surtout pour les ouvertures qui sont orientées vers le nord, qui vont n'apporter que du froid. On peut penser à des triples vitrages. Et également au niveau d'isolation sous la cave. C'est quelqu'un qui contrôle. Qu'est-ce qu'il y a plus compte? Voilà. Et donc pour les caves, on va être sur des valeurs un peu inférieures puisque la cave est un endroit qui n'est pas aussi exposé au froid extérieur. Donc on peut se permettre de mettre un petit peu moins épais. Alors, les points d'attention quand on fait une isolation, ça va être quand on fait par exemple une isolation d'une voiture plate et qu'on a l'intention de faire une isolation d'un mur par l'extérieur, on va avoir des ponts thermiques par les acrotères. Et donc, une des manières de solutionner ça, c'est de dire, quand on fait l'isolation de la toiture plate, on en profite pour faire tous les acrotères, quitte à ce qu'on fasse l'isolation du mur par l'extérieur dans une deuxième phase, mais au moins, on a prévu qu'on allait créer une continuité entre ces différentes phases d'isolant. Il faut le concevoir au départ. C'est souvent assez peu de travaux et de frais supplémentaires de le faire bien. Au niveau des châssis, on a donc souvent des ponts thermiques, même pour une isolation par l'extérieur, mais on peut prévoir, par exemple, de découper, de changer le rebord de fenêtre, de découper un peu une partie du linteau ici pour faire une continuité de l'isolant, de telle manière à ce qu'on ait une continuité entre l'isolant, le châssis, tout au long de la façade. Il y a différentes manières de le faire. On peut faire aussi avec un retour d'isolant. Mais ce sont des petits détails qui comptent et qui ne sont pas très compliqués à mettre en œuvre lorsqu'on prévoit ces travaux. Donc, j'ai déjà un petit peu parlé des double vitrages ou triple vitrages. Donc, le triple vitrage reste fort coûteux, mais c'est vrai que ça peut être intéressant quand on a une vision ambitieuse d'en prévoir, surtout si les surfaces sont relativement importantes et orientées vers le nord. Donc là, je vous ai montré un petit peu si vous avez 0 degré à l'extérieur et 20 degrés à l'intérieur, la température de surface de la vitre qui est
à l'intérieur va être de 18,5 degrés pour un triple vitrage, de 17,3 degrés pour un double vitrage performant et de 12,8 degrés pour un vitrage ancien et sur un simple vitrage de 5,6 degrés. Donc là, on va avoir une sensation très différente de confort puisque une surface froide donne un sentiment de froid par rayonnement et crée des convections importantes qui fait que même avec une température d'air élevée, par exemple 24 degrés et une paroi froide, on ne va pas être confortable et on va se sentir avec des courants d'air froid et on va, pour cette raison, pousser le chauffage. Si par contre toutes les parois sont à une température très proche de la température de l'air, on a une sensation de confort très importante et on peut très facilement baisser la température. Donc, les vendeurs de fenêtres vont toujours vous dire on fait des grosses économies sur d'énergie en changeant le vitrage. En termes de perte d'énergie, ce n'est pas toujours vrai, hein. Souvent, c'est des pourcentages qui sont de l'ordre de 10-15%, mais il y a des gains indirects qui sont liés à la température de confort dans le bâtiment, qui eux peuvent être 2 à 3 fois plus élevés que le gain direct des perditions plus lourdes. Je vous ai déjà un petit peu dit, le choix entre un double et un triple vitrage, donc ça va être adapté pour les façades nord, les triples vitrages, parce qu'on a toujours de longues tours du froid et donc on n'a que de la perte d'énergie. Mais un double vitrage peut permettre au côté sud de capter un peu plus de chaleur qu'un triple et donc d'avoir des apports en demi-saison qui vont être peut-être plus intéressants. Donc, dans les conceptions bioclimatique des maisons, on va plutôt favoriser des doubles vitrages au sud et des triples vitrages au nord, en tout cas le moins de choses possibles. Donc là, je vous ai mis un petit schéma sur le principe d'une conception bioclimatique, hein. On va bénéficier de la chaleur du soleil en basse saison, parce que le soleil est bas, il va rentrer, et on va essayer de faire en sorte qu'il ne rentre pas l'été, et on va favoriser une dissipation par des courants d'air entre le nord et le sud. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. On a eu quand même des grosses chaleurs cet été dans Bruxelles. Il y a vraiment des endroits où les surchauffes étaient importantes. Et donc, c'est quelque chose qu'on va essayer on va traiter un peu plus tard. Juliette va en parler un petit peu plus tard. Alors, je vais vous parler également de l'étanchéité à l'air et la vapeur d'eau. Euh, donc, les bâtiments typiquement bruxellois sont vraiment ouverts au courant d'air un peu de partout. C'est un peu le concept de construction à l'époque. Et ça avait un avantage, c'est que ça permettait un renouvellement d'air de très bonne qualité, sauf que le chauffage, enfin toute la chaleur part par tous les trous. Et donc, c'est important d'avoir une étanchéité à l'air et une ventilation qui va contrôler l'échange d'air de telle manière à avoir juste l'échange d'air qu'il faut et pas n'importe quoi. Les jours de vent et de tempête, 10 fois plus de renouvellement d'air que nécessaire et pas forcément suffisamment les jours où il n'y a pas de vent. Également, on va parler de l'étanchéité à la vapeur d'eau. Donc l'air à l'intérieur d'un bâtiment habité est toujours plus humide que l'air extérieur. Il est plus humide en termes de quantité de vapeur d'eau dissoute, parce que plus l'air est chaud, plus la quantité de vapeur d'eau peut atteindre des valeurs élevées, à tel point qu'on peut avoir des problèmes de condensation si on rencontre des parois froides, hein. Donc typiquement, voilà, on imagine une salle de réunion, beaucoup de personnes. On dit toujours qu'en 24 heures, une personne relargue par sa respiration pas loin d'1 litre de vapeur d'eau. Donc, c'est quand même des quantités d'humidité énormes qui doivent être évacuées. Et donc, dans un bâtiment qui serait mal conçu, vous pourriez avoir cette vapeur d'eau qui va se condenser sur les parois froides et ça pourrait être, par exemple, un isolant mal posé qui va faire un point de rosée à l'intérieur de l'isolant et créer une détérioration de l'isolant assez rapide. Donc, le renouvellement d'air excessif, c'est une perte d'énergie, mais il faut renouveler l'air quand même pour éliminer cette vapeur d'eau.
Alors, je vous l'ai dit, hein, s'il y a de l'humidité qui se met dans l'isolant, on a une perte des performances de l'isolation qui peuvent être très importantes, hein. En plus, ça peut abîmer, donc tout ce qui va être charpente. Si vous avez de l'humidité qui reste dans une charpente pendant des années, eh ben, vous avez des possibilités d'avoir de la mérule, des attaques de votre charpente et donc des effondrements de toiture, des dégâts très importants qu'il faut absolument éviter. Donc tout ce qui est toiture plate et inclinée, pour ne pas qu'elle se dégrade, il faut absolument avoir un traitement de la vapeur d'eau avec ce qu'on appelle un pare-vapeur ou un frein-vapeur, qui est une membrane qui doit couper le passage de la vapeur d'eau entre l'espace intérieur et l'espace qui contient l'isolant, qui lui a un gradient de température et va finir par être relativement froid et donc faire une condensation et un point de rosée à l'intérieur de l'isolant. Donc il faut vraiment avoir ce pare-vapeur. C'est maintenant des choses qui sont bien, bien acquises par les entrepreneurs, mais qui longtemps ont été complètement ignorées. Donc il y a peut-être des vieilles installations ou des gens qui ont isolé eux-mêmes, qui ont oublié cette partie-là. Il faut vraiment y faire très très attention. Voilà pour la partie isolation. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Juliette qui va vous parler de la partie chauffage. Voilà, bonjour à tous. Donc voilà, je suis Juliette, la collègue de Thierry, aussi conseillère en énergie chez Bruxéo. Donc Thierry vous a parlé dans un premier temps de comment phaser les différents travaux pour atteindre une ambition énergétique très grande. Et puis vous a parlé des différents travaux d'isolation qui étaient possibles et des points d'attention à ce niveau-là. Ici, l'idée dans la partie chauffage, c'est de vous expliquer quand est-ce qu'on doit penser au chauffage et quelles sont les priorités et surtout comment l'agencer avec l'isolation et les autres aspects de rénovation. Donc, oula. D'abord. Donc, dans une installation de chauffage, on a plusieurs aspects différents. On a d'abord la chaudière qui va produire de l'énergie. La chaudière elle-même a un rendement de production qui va intervenir dans le rendement global d'une installation de chauffage. On a ensuite la chaleur, donc, qui est sous forme d'eau chaude dans la plupart des bâtiments, qui va être envoyée dans les différents radiateurs ou chauffage par le sol, ou convecteur aussi, ça peut arriver. Donc, à chaque fois, on va avoir un rendement lié à cette circulation d'eau dans le bâtiment et puis un rendement lié à l'émission de cette chaleur dans le bâtiment. Donc, si vos radiateurs sont encombrés, s'ils sont mal dimensionnés, s'il y a de l'air dans vos radiateurs, par exemple, votre rendement d'émission va être dégradé malgré que vous ayez des bons équipements mis en place. Et puis dernièrement, il y a la régulation, évidemment, qui engendre vraiment, enfin, qui intervient grandement dans le rendement global. Comme disait Thierry, pendant nos visites, on va souvent voir des régulations mal réglées. Et un meilleur réglage peut permettre vraiment des grands gains d'énergie, parfois jusqu'à 20% lorsque c'est vraiment mal conçu. Alors, quand on voit un schéma comme ici, donc le bas de la flèche en bas de la maison ici représente toute la consommation finale de combustible ou d'électricité qui va être nécessaire pour chauffer, pour répondre aux besoins de chauffage du bâtiment. Et en fait, une partie de toute cette consommation va être liée, va permettre de répondre aux besoins du bâtiment. Donc, notez ici les besoins nets d'énergie pour le chauffage, mais il y a une partie qu'on va perdre, la perte de production, donc qui est liée à la chaudière, si on vient au schéma précédent, ou les pertes liées au système de chauffage, donc liées à la distribution, à l'émission et à la régulation. Ici, sur le slide, je vous ai mis une idée, hein, c'est très théorique, du pourcentage de pourcentage de perte
de chaleur qui sont liées à ces différentes pertes. Donc on voit que ça peut être entre 3 et 15 pour le chauffage et entre 5 et 20 pour la régulation. Mais donc, on a encore plus de la moitié de cette partie ici qui est liée aux besoins nets en chauffage. C'est là que je veux en venir. Donc, en fait, l'idée, c'est que la priorité en termes, si votre chaudière fonctionne, la priorité ne va pas être de la remplacer, parce qu'ici, on peut faire qu'un gain entre 3 et 15%, alors que si on vient isoler une paroi, si on vient au schéma suivant, on va pouvoir vraiment diminuer la partie ici, et donc une partie bien plus importante de la consommation qui est nécessaire en chaleur. Et donc l'idée, ça va être vraiment de venir diminuer dans un premier temps les besoins en chauffage, par notamment l'isolation des parois et l'étanchéité à l'air de l'enveloppe, les deux aspects dont Thierry vient de vous parler, mais aussi par la ventilation en venant récupérer la chaleur de l'air qu'on extrait du bâtiment. Ça, j'en parlerai plus tard. Et aussi en valorisant les apports solaires. Thierry en a un petit peu parlé et je vais en reparler ici après de nouveau. Donc vraiment, l'idée qu'on veut faire passer ici, c'est que la réduction des besoins en chauffage et donc de la consommation finale d'énergie est primordiale pour réduire votre impact. Et ça va d'abord se faire en venant diminuer les besoins nets, donc vraiment limiter les pertes de chaleur au niveau des parois et de la ventilation, etc. Avant de venir remplacer votre système de chauffage où les pertes peuvent être grandes, mais sont proportionnellement beaucoup moins grandes que les pertes par paroi. Alors aussi, penser à changer son système de chauffage après avoir isolé permet de diminuer le risque de surdimensionnement d'une installation de chauffage. Il faut savoir que le dimensionnement d'une installation va dépendre des besoins nets en chauffage. Et plus une installation est bien dimensionnée, meilleur va être son rendement. Et donc, moins grande va être la consommation finale d'énergie. Et donc, on va essayer de faire ce remplacement de l'installation de chauffage le plus tard possible. Alors, on parle souvent de pompe à chaleur ces derniers temps. Qu'est-ce que c'est et quand est-ce qu'on peut envisager d'en placer une dans un bâtiment? Donc, il existe 3 types de pompes à chaleur, des pompes à chaleur aérothermiques, hydrothermiques et géothermiques. Donc, dans la première, on va venir chercher la chaleur qui se trouve dans l'air extérieur. L'hydrothermique, on va prendre la chaleur qui se trouve dans des eaux souvent souterraines, donc des nappes phréatiques, etc. Et puis la dernière, on va prendre la chaleur qui se trouve dans le sol. Et donc l'air, l'eau et le sol sont ce qu'on appelle les sources froides de la pompe à chaleur. Et les sources chaudes vont être alors l'eau de chauffage qui va être distribuée dans le bâtiment. On va caractériser une pompe à chaleur par son coefficient de performance, donc c'est-à-dire le rendement en quelque sorte de la pompe à chaleur. Et ce rendement va dépendre de la température de la source froide, donc l'air, l'eau et le sol, comme dit précédemment, mais aussi de la différence de température entre cette source chaude et la source froide. Donc si on reprend le schéma simplifié ici en dessous, plus la température de l'eau va être froide, moins bon sera le rendement, le COP, le COP. Et plus on doit chauffer l'eau fort, moins grand sera le rendement également. Donc l'idée, c'est qu'on va préférer l'utilisation d'une pompe à chaleur quand la source chaude est plus basse. Donc ça, c'est possible, par exemple, avec le chauffage par le sol. Et c'est aussi possible lorsqu'un bâtiment est isolé. Pourquoi? Parce que quand le bâtiment est isolé, on a des besoins moins grands en chaleur et donc une eau moins chaude dans les radiateurs peut suffire
pour amener l'apport de chaleur nécessaire. Donc, mettre une pompe à chaleur, ça va être une solution très très peu performante dans un bâtiment qui n'est pas encore isolé avec des radiateurs. Ça, si pour le moment votre bâtiment est très peu isolé et son système d'émission de chaleur sont des radiateurs, n'y pensez pas. Le rendement va être beaucoup trop mauvais et vous allez consommer énormément d'électricité. On va aussi préférer l'utilisation d'une pompe à chaleur quand la température de la source froide est la plus haute possible. Donc, par exemple, en mi-saison, pour la pompe à chaleur aérotherme, lorsque l'air est de 5 à 10 degrés, le rendement de la pompe à chaleur va être meilleur. Quand la source froide a une température assez constante, comme c'est le cas dans le sol, ça va être plus facile de réguler la pompe à chaleur et on va aussi avoir alors un meilleur coefficient de performance. Donc, les pompes à chaleur géothermiques sont en général assez performantes, mais beaucoup plus coûteuses. Alors, donc, quand changer son système de chauffage? Donc, si pour le moment, vous êtes dans le cas où votre chaudière est très vieille, dysfonctionnelle et que son changement va être nécessaire dans les quelques prochaines années, ne vous empêchez pas de changer votre système de chauffage parce que vous avez l'ambition d'aller vers une pompe à chaleur. Changez-la dans les années qui viennent et en parallèle, vous allez mettre en place quelques travaux d'isolation pour améliorer la performance de votre enveloppe. Un système de chauffage, ça dure environ une vingtaine d'années. Enfin, la production, en tout cas, dure environ 20-25 ans pour les chaudières actuelles. Mais donc, si vous faites un changement maintenant, après 25 ans, par exemple ici, vous aurez eu quelques travaux d'isolation et la mise en place d'une pompe à chaleur sera envisageable à ce moment-là. Si vous êtes dans le cas où votre système de chauffage pour le moment est encore utilisable, c'est peut-être pas le plus performant parce que vous n'avez pas une chaudière récente à condensation, mais il répond à vos besoins en chaleur et vous savez le réguler. Ne le changez pas maintenant. Prévoyez vos travaux d'isolation dans un premier temps. Et suite à ces premiers travaux d'isolation, vous allez pouvoir envisager la mise en place d'une pompe à chaleur quand votre chaudière actuelle deviendra vétuste ou dysfonctionnelle. Alors, on va passer ensuite à la ventilation. Donc, Thierry en a brièvement parlé, hein. La ventilation, elle a pour objectif de venir renouveler l'air intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a des polluants dans l'air intérieur, soit liés à l'activité humaine, l'humidité, les odeurs, ou aux bioeffluents. C'est aussi l'activité humaine. C'est quand disait Thierry que l'être humain dégageait de la vapeur d'eau. Voilà, ça c'est les bioeffluents, c'est les aérosols. Par exemple, le Covid se trouvait dans ces gouttelettes d'eau. Mais on a aussi des polluants qui sont plus spécifiques liés à la fumée de tabac, aux particules fines d'installation de chauffage ou à certains matériaux qui peuvent se trouver dans le bâtiment, dans les murs, dans le mobilier. Donc l'idée, ça va être d'extraire l'air intérieur dans lequel il y a ces polluants et d'amener un air extérieur où la concentration de ces polluants sera beaucoup plus faible, voire presque négligeable. Historiquement, on créait des bâtiments où l'étanchéité à l'air était très mauvaise. Et donc, le renouvellement d'air se faisait naturellement par les faiblesses de l'enveloppe. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que les faiblesses de l'enveloppe, donc par exemple les trous sur le bord des châssis, les châssis eux-mêmes, engendraient un inconfort thermique et des pertes de chaleur énormes. Et donc, on essaye de limiter le plus possible le passage de l'air de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc, on fait des travaux qui ont des nouveaux plafonnages, des nouvelles peintures, mais aussi du coup le remplacement de châssis et le calfeutrage des fenêtres, pardon, j'ai oublié le S, lors de l'isolation ou même pour limiter le passage de l'air. Et donc, avec tous ces petits travaux, on va augmenter l'étanchéité à l'air du bâtiment. Donc, ça va devenir nécessaire de créer un apport d'air, un renouvellement d'air par un autre moyen.
les faiblesses de l'enveloppe. Et donc, on va avoir besoin de mettre en place un système de ventilation de préférence mécanique pour pouvoir réguler les débits en fonction des besoins, en fonction de l'occupation du bâtiment. Cette mise en place d'un système de ventilation mécanique, elle est surtout à considérer lors du remplacement des châssis, là où on va vraiment limiter l'augmentation de l'étanchéité à l'air va être la plus grande. C'est vraiment la phase des travaux qui va augmenter le plus l'étanchéité à l'air du bâtiment. Il existe plusieurs moyens, systèmes de ventilation différents. Ce qu'on va vous recommander dans le cadre d'une rénovation énergétique ambitieuse, ça va être le système C ou le système D. Donc, le système D, ça va être une évacuation mécanique de l'air, mais par contre une alimentation naturelle. Donc, on va avoir des extracteurs qui vont mécaniquement extraire l'air avec un débit qu'on va pouvoir réguler. Mais les apports d'air vont se faire par des grilles de ventilation dans les châssis, dans les murs, etc. Donc, un avantage est qu'on va pouvoir réguler quand même le débit d'extraction, mais que l'inconvénient à cela, c'est qu'on va aussi avoir l'apport d'air qui vient directement de l'extérieur, donc à température extérieure. Donc, on va avoir quand même une perte de chaleur parce que l'air extérieur peut être très froid en période hivernale. C'est par contre beaucoup plus facile à mettre en œuvre qu'un système D, mais il sera moins performant. Alors, qu'est-ce qu'un système D? C'est un système où l'alimentation et l'évacuation d'air se font mécaniquement, ce qui va permettre en fait de faire un échange de chaleur entre l'air qu'on extrait, donc l'air intérieur, et l'air extérieur l'air extérieur qu'on va vraiment venir après pulser dans le bâtiment. Donc, l'exemple ici qu'on a, c'est qu'on a de l'air intérieur qui est à 20 degrés, on chauffe le bâtiment à 20 degrés, on est dans l'hiver, le bon hiver, l'air extérieur est à 0 degré. On va pouvoir récupérer un grand pourcentage de la chaleur pour pouvoir fournir sans devoir chauffer l'air. Donc, on va juste vraiment faire un échange de chaleur entre les deux débits pour pouvoir fournir de l'air in fine à 16 degrés sans avoir consommé de l'énergie. Donc, l'idée ici, c'est qu'on peut de nouveau réguler les débits, mais à la fois d'extraction et de pulsion, ce qui est très, très avantageux. On peut récupérer la chaleur de l'air extrait. C'est par contre plus compliqué à mettre en œuvre. On a plus de gaines techniques à placer, vu qu'il faut mettre des gaines techniques pour la pulsion et pour l'extraction. Mais c'est plus performant que le système C. Donc, on préconise de mettre un système D dès que c'est possible, dans certaines configurations de bâtiments, parce qu'il n'y a pas le volume, parce que le nombre de parois en contact avec l'extérieur est trop petit ou autre. Alors, dans ces cas-là, vous pouvez vous tourner vers un système C. Voilà, le plus performant sera le système D. Ça déshydrate aussi. Je vais vous parler ensuite de la surchauffe. Donc, Thierry en a aussi brièvement parlé, mais donc l'idée, c'est que avec l'isolation de bâtiments, on va calfeutrer aussi facilement la chaleur en été. Et donc, il faut essayer de diminuer les apports internes de chaleur pour que l'été, on évite des montées très grandes en température à l'intérieur du bâtiment qui peut s'accumuler dans les murs qui sont devenus très épais avec l'isolation. Donc ici, c'est la situation idéale en quelque sorte où on peut protéger une partie de l'apport solaire qui est un des apports internes d'énergie et souvent le plus grand. On minimise les petits apports liés aux appareils électriques, à l'éclairage, etc. Et on peut mettre en place un rafraîchissement nocturne, comme c'est dit ici. Donc, on peut renouveler l'air, par exemple la nuit, lorsque l'air est plus frais, l'air intérieur, pour vraiment venir évacuer toute la chaleur qui s'est accumulée la journée. C'est l'idéal
d'une situation pour éviter la surchauffe. Donc, je vais surtout vous parler de la minimisation des apports solaires. Ce qu'on préconise, c'est de placer des casquettes solaires sur la façade sud. Donc, ce sont des éléments structurels qu'on vient ajouter en façade. Donc, ici, on a un exemple, qui sont composés souvent de lamelles qui sont bien inclinées en fonction de la hauteur du soleil en été et en hiver. Et donc, qui vont permettre, donc, en été, d'éviter l'ensoleillement direct du vitrage et en hiver, de quand même faire profiter le bâtiment des apports solaires pour minimiser les besoins en chaleur. L'idée d'éviter l'ensoleillement direct du vitrage, c'est pour éviter l'effet de serre, comme on l'appelle. Donc, lorsque le rayon solaire est en contact direct avec le vitrage, on va avoir... ouais, la chaleur va se piéger en fait dans le bâtiment. La chaleur des UV va se piéger à l'intérieur du bâtiment. Donc ça, c'est ce qui se passe au sud. Si on fait la même chose à l'est ou à l'ouest, pardon, on a un soleil qui va être plus bas lorsqu'il va avoir un ensoleillement direct sur le vitrage. Et donc la casquette solaire sera beaucoup moins efficace. Alors sur les autres façades, ou lorsque la casquette solaire n'est pas possible, on préconise aussi de mettre des screens solaires extérieurs et non intérieurs. Pourquoi pas intérieurs? Parce que si on met à l'intérieur, on aura cet effet de serre qui aura déjà eu lieu. Donc la chaleur pourra déjà s'accumuler dans le bâtiment. Donc c'est vraiment important de le mettre à l'extérieur pour éviter que le rayon solaire puisse taper sur la vitre. Voilà, ici vous avez des exemples de protection extérieure. Un point d'attention sur les coupoles horizontales et les atriums. Donc c'est très agréable, ça permet un très bel apport de lumière dans le bâtiment. Mais en été, on va vraiment avoir un ensoleillement direct sur le vitrage ou la coupole. Et donc, il faut vraiment penser à protéger l'apport solaire en été en venant mettre une protection à nouveau extérieure pour éviter les apports solaires. Alors, parfois, c'est compliqué pour des raisons urbanistiques de mettre des screens solaires extérieurs ou des casquettes solaires. Donc, il faut savoir qu'il existe quand même des vitrages solaires qui permettent de réfléchir une partie de la fraction d'énergie solaire et donc de limiter l'apport de chaleur dans le bâtiment tout en gardant la majorité de l'apport lumineux bénéfique du vitrage. Voilà, c'est juste un point d'information. Et puis finalement, dans les rénovations énergétiques ambitieuses, on parle souvent d'énergie renouvelable. Quelles sont les énergies renouvelables qu'on va pouvoir utiliser dans un bâtiment? Donc, en ville, on est assez limité dans les énergies renouvelables utilisables. Donc, on a l'hydraulique, on va pas en parler aujourd'hui, c'est très rare, voire même inexistant en ville, pour le bâtiment en tout cas. On a par contre la biomasse et l'éolien qui peuvent être utilisés, mais qui ne sont pas encore très développés et qui ont certains inconvénients en ville également. Mais par contre, le solaire et la géothermie sont tout à fait possibles et envisageables pour répondre aux besoins énergétiques d'un bâtiment. Donc, la géothermie, j'en ai parlé brièvement avec les pompes à chaleur. Donc, c'est une des possibilités pour venir chauffer votre bâtiment, j'insiste, une fois qu'il est légèrement isolé, ou ne fût-ce que beaucoup isolé. Ensuite, on a la biomasse. J'ai eu un exemple récemment d'une entreprise de travail adapté qui prenait ses déchets de menuiserie, ces déchets bois, et qui les brûlait dans une chaudière au bois pour répondre à ses besoins en chaleur. Donc, comme écrit ici, c'est assez vertueux en circuit court, déchets de jardin, déchets de menuiserie. Mais en ville, il y a des problèmes de pollution de particules fines qui sont à éviter.
Donc voilà, c'est possible, à préférer quand on a vraiment un circuit court possible avec votre activité dans le bâtiment. L'éolien existe aussi dans le milieu urbain. Ici, vous avez quelques exemples qui existent. C'est encore assez rare, c'est encore assez coûteux. Mais voilà, comme ça, vous savez que ça existe. C'est pas une connaissance qu'on a beaucoup en interne chez Bruxeo, mais c'est tout à fait possible de venir produire de l'électricité grâce à l'éolien. On a ensuite l'énergie solaire, d'abord solaire thermique. Donc, avec le solaire thermique, on produit de la chaleur directement. C'est très avantageux pour produire de l'eau chaude sanitaire, et entre autres avantageux pour les piscines. Il n'y a malheureusement pas de prime pour le secteur tertiaire, mais uniquement pour le résidentiel. Donc, c'est à envisager si vous avez vraiment une grande consommation d'eau chaude. Sinon, c'est pas spécialement envisagé dans votre bâtiment. Il y a ensuite les panneaux solaires photovoltaïques. Donc ici, c'est la production d'électricité. À Bruxelles, on a encore le mécanisme des certificats verts, ce qui rend cette technologie très, très intéressante à Bruxelles. Je vous ai mis ici le lien vers le séminaire qui a été présenté par Thierry en octobre. Les slides sont disponibles via ce lien. Donc, l'idée avec le mécanisme des certificats verts, c'est que vous avez 3 gains par le placement de panneaux photovoltaïques. Donc, on a une production d'électricité, une partie qu'on peut autoconsommer, parce qu'on produit directement notre énergie. Donc, on a une diminution de notre facture. La partie qu'on ne consomme pas au moment de la production va être revendue sur le réseau bruxellois. Et on peut aussi avoir un petit gain financier via cette revente. Mais surtout, selon la production d'électricité qui a été réalisée, on va pouvoir recevoir un certain nombre de certificats verts qui vont être achetés par des fournisseurs d'énergie non vertes, donc sans vouloir les citer, Total Energy et ce genre de boîtes. Et donc, via la revente de ces certificats verts, vous allez avoir également un gain financier. Ici, on a un exemple encourageant d'une crèche qui a placé des panneaux photovoltaïques en tiers investisseur. Donc, le tiers investisseur, c'est une entreprise qui va payer l'installation des panneaux photovoltaïques à votre place et qui va du coup être propriétaire pendant 10 ans de votre installation et bénéficier des certificats verts à votre place. Mais vous pouvez bénéficier alors de la réduction d'énergie de la réduction de votre facture via l'autoconsommation d'énergie gratuite. Et donc, on voit ici qu'ils ont pu réduire de moitié le prélèvement d'électricité sur le réseau. Donc, la moitié de l'électricité provient de la production des panneaux photovoltaïques. Et alors, on voit aussi en bas qu'ils réinjectent une grande partie de l'électricité produite. Donc, on voit qu'ils produisent 27 000, qu'ils rejettent 22 000. Mais tout cet argent aussi de la réinjection, ils peuvent en bénéficier. Et du coup, une partie de l'énergie, de l'électricité sur le réseau est aussi renouvelable. Alors, quand on met les panneaux photovoltaïques, on voulait quand même insister sur de nouveau le phasage et pour l'utilisation du renouvelable, c'est aussi important. Thierry l'a déjà dit, placer des panneaux photovoltaïques, il faut plutôt le faire après avoir isolé la toiture. Et vérifier que votre couverture de toiture est en bon état si elle est déjà isolée pour éviter de mettre les panneaux et de 5 ou 10 ans après vous rendre compte qu'il faut remplacer la couverture, donc réenlever les panneaux, remplacer la couverture et les remettre. C'est des surcoûts totalement inutiles si en amont on prend bien conscience que la couverture est en bon état. Une fois les panneaux photovoltaïques placés, c'est vraiment intéressant de monitorer sa consommation pour vraiment prendre conscience de l'autoconsommation qu'on a et de pouvoir la maximiser. Ça permet aussi une sensibilisation auprès des personnes qui occupent votre bâtiment, mais aussi auprès d'autres gestionnaires de bâtiments pour leur montrer
leur montrer que des gains énergétiques et économiques sont totalement possibles. Voilà, donc pour tous ces travaux dont on a parlé aujourd'hui, il existe des aides. Ce sont les primes Révolution à Bruxelles. Donc sur leur site internet sont détaillées toutes les primes existantes. On vous a mis ici sous forme de tableau toutes les primes auxquelles a droit le secteur tertiaire actuellement. En termes d'isolation, les primes sont très intéressantes pour le moment. Donc on vous encourage vraiment à profiter de ces aides disponibles pour envisager des travaux d'isolation dès aujourd'hui. Il existe aussi des primes pour les systèmes D en ventilation et pour le remplacement d'un système de chauffage. Pour les chaudières gaz, la prime va disparaître en 2023, mais il restera des primes pour les pompes à chaleur et la régulation de vos installations de chauffage. Voilà. Alors, oui, pardon. Les montants de primes, vous pouvez les estimer via la plateforme qui s'appelle Irisbox. On peut aussi vous renseigner, nous, Bruxéo, sur les montants de primes et les catégories de primes auxquelles vous avez droit. Et la demande de primes se fait également via cette même plateforme et ne se fait plus via papier et email comme elle se faisait avant. Ça n'avance plus. Je vois que mes slides, vous n'avez plus la... Ouais. Je n'avais plus qu'à conclure, mais je vais quand même repartager mes slides. Excusez-moi. Voilà, les conclusions. Et on va pouvoir passer alors aux questions-réponses. Thierry et moi, on est disponibles pour y répondre. Et notre collègue Muriel est aussi présente. Elle a suivi le chat et pourra guider cette séance de questions-réponses. Donc l'idée ici qu'on a voulu faire passer aujourd'hui, c'est qu'il est super important de phaser les travaux d'amélioration de performance du bâtiment et donc de les planifier dans le temps pour pouvoir dégager un budget, mais aussi pour les faire dans le bon ordre et éviter qu'il y ait des surcoûts qui doivent être engendrés ou qu'il y ait des problèmes de performance liés à un mauvais ordre dans les travaux. On vous encourage à utiliser des normes d'isolation ambitieuses, et de garder en tête une vision long terme, sachant que les normes d'isolation actuelles peuvent évoluer et que la région a un objectif pour l'horizon 2050 d'atteindre la neutralité énergétique pour le secteur tertiaire. Et alors, comme je l'ai dit un peu avant, réaliser au bon moment les différentes étapes. Par exemple, la mise en place d'une pompe à chaleur n'est pas envisagée pour un bâtiment non isolé avec des radiateurs. C'est l'exemple qu'on donne toujours. Voilà, c'est très important de vraiment phaser les travaux dans l'ordre qu'on a préconisé aujourd'hui via ce webinaire. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. On est tout à fait disponible pour vos questions maintenant. Je vois que Muriel vient de vous partager dans le chat un lien vers le formulaire d'évaluation. Voilà, si vous pouvez prendre 5 minutes pour répondre au Google Form, ça nous aiderait beaucoup. C'est important pour nous de savoir ce qui était bien et pas bien et de savoir sur quelle thématique aussi vous souhaiteriez qu'on vous informe dans la suite de cette année et de nos services. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, lever la main ou parler directement. Je parle sur mon micro. Voilà. Donc, donc, merci pour cette présentation vraiment très claire. Donc, effectivement, pour poser des questions, vous pouvez soit lever la main ou soit l'écrire dans le chat si vous préférez la poser par écrit. Et donc, il y a déjà une question. Donc, n'oubliez pas d'ouvrir votre micro quand vous prenez la parole. Il y a une question de Madame Lamy, non, Monsieur Lamy. Oui, bonjour, merci. Vous m'entendez? Oui, oui.
Vous pouvez mettre bien. votre caméra aussi, comme ça on vous voit. Ah, malheureusement, mon PC n'est pas équipé de ce genre de système, donc vraiment désolé. En fait, je voulais revenir sur le point des casquettes solaires. J'avais deux petites questions autour de ça. Donc, le fait de recevoir l'éclairage direct du soleil. Donc, est-ce que la casquette solaire demande un permis d'urbanisme? Oui. Ok, je me doutais. Et alors, du coup, la deuxième question, est-ce qu'on peut remplacer la casquette solaire par un système de vitrage filtrant? Parce que maintenant, on fait des vitrages traités chimiquement pour réduire le rayonnement, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est comme je le disais, hein, ça existe. Et si pour des problèmes d'urbanisme, vous avez des soucis de placer des casquettes solaires ou des screens solaires extérieurs, c'est envisageable. C'est par contre beaucoup moins performant qu'une casquette solaire ou qu'un screen solaire. Ok, d'accord. Mais voilà, c'est déjà un premier moyen de réduire vos apports solaires en été et donc la surchauffe et donc le recours à la climatisation. Donc, ça Ouais. filtre un petit peu en fait la partie infrarouge de la lumière, donc qui est une des composantes qui amène de la chaleur à l'intérieur. Et c'est lié à l'angle. En fait, il y a un effet un peu miroir. C'est lié à l'angle d'incidence. Ah oui, c'est ça. Et donc, ça va rester, ça va fonctionner à certaines heures, dans certaines circonstances et nettement moins à d'autres. Mais si vous n'avez pas le choix, c'est mieux que rien, hein. Ça fait quand même une grosse différence par rapport à un vitrage sans rien du tout en plein sud. Ok, super. Enfin, et donc, je continue sur la casquette solaire, pardon. Euh, Est-ce que l'urbanisme accepte facilement ça? Parce que ça dénature quand même fortement un bâtiment de l'extérieur. Tout dépend du bâtiment, où est-ce qu'il est situé, quelle est sa qualité architecturale. Donc c'est vrai que ça va être plus facile à faire dans une façade arrière non visible de la rue, mais une façade avant d'un bâtiment classé ou même typique, une maison de maître bruxelloise, ça marchera Hum, probablement pas, effectivement. Oui, je me doutais, je me doutais. Mm. Et voilà, merci beaucoup pour ces réponses. Et je voulais dire que vos schémas sont très clairs avec l'exposition du soleil, etc. Ça permet vraiment de comprendre à quoi sert une casquette solaire. Voilà, je voulais juste faire un petit retour là-dessus. Merci. Merci. J'ai vu qu'il y avait une autre main levée. Stéphane de la C'est question. moi. Bonjour, merci pour votre présentation très claire et très intéressante. Je vais tout de suite donner une petite précision à Fabien pour sa question des casquettes solaires, parce qu'effectivement, les demandes urbanistiques sont assez compliquées pour ça. Par contre, ce qu'on a mis en place, qui n'a pas coûté grand-chose et qui a été relativement efficace, ce sont des films UV. Donc, pas devoir remplacer tout le vitrage, mais même simplement mettre un film. C'est assez rapide, ça coûte pas trop cher. Bon, c'est moins efficace. Mais la différence était palpable, donc ça peut être une solution. J'avais une question pour le slide 38, où on voyait bien qu'il fallait le par vapeur, et en fait je me pose régulièrement cette question, et je me dis que j'aurais peut-être la réponse ici. Bon, il y a toutes les couches d'isolation, et puis il y a, oui merci, il y a le par vapeur, et puis on voit qu'il y a un petit espace, et puis la dernière couche qui sera visible par l'occupant de la pièce, qui est souvent du gyproc. Est-ce que la vapeur ne va pas se mettre entre le pare-vapeur et l'éventuel gyproc ou plafonnage? Et si oui, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce que ça ne pourrait pas altérer cette couche-là? Alors non, parce qu'en fait, c'est une question de température, hein. Si en plein été, vous sortez une bouteille du frigo et il y a plein de condensation qui se met dessus, pourquoi? Parce que vous avez de l'air chaud et humide et vous confrontez cet air chaud et humide avec une surface froide. Donc, vous avez une condensation en raison de la température. Mais si votre bouteille de coca sort pas du frigo, il n'y aura pas de condensation du tout. C'est exactement le même principe ici. C'est-à-dire qu'en fait, la température de votre pare-vapeur, de votre gyproc et de tout ce qui est là est la même que la température interne. Donc, la vapeur d'eau est sous forme de vapeur. Il n'y a pas de condensation du tout. Par contre, au milieu de l'isolant, vous avez un gradient de température entre, par exemple, les 0 degrés dehors et les 20 degrés à l'intérieur. Et vous avez ce qu'on appelle un point de rosée, donc un endroit où il fait 5 degrés, 7 degrés, où cette vapeur d'eau va être à saturation des capacités de dissolution de la vapeur d'eau dans l'air, et donc va se recondenser et se mettre à l'intérieur de l'isolant. Donc vous n'avez jamais de condensation sur un pare-vapeur.
mais vous pourriez en avoir à l'intérieur d'un isolant pour une raison justement de gradient de température et de point de rosée. C'est un point qui est connu aussi même pour les murs depuis très longtemps. C'est vraiment lié à la température réelle d'un matériau qui ne serait pas abrité du flux de vapeur d'eau. Ok, ça c'était très clair, merci beaucoup. J'enchaîne avec encore une autre question, si vous voulez bien. Oui. Il y avait dans les différentes possibilités de création d'énergie, il y avait les panneaux photovoltaïques, mais panneaux solaires surtout. Vous avez parlé pour la création d'eau chaude sanitaire, mais il me semble avoir vu ça aussi pour l'eau chaude radiateur. Est-ce que je me trompe ou est-ce que Oui, c'est on peut faire pas un aussi? préchauffage, oui, tout à fait. Oui. Oui, c'est vrai. Mm. C'est des installations plus conséquentes parce que ça nécessite d'office un apport avec une chaudière gaz ou une pompe à chaleur. Mais oui, c'est vrai, vous avez totalement raison, j'aurais dû le préciser d'ailleurs. C'est possible pour le chauffage. Ok, En super. fait, oui, en fait, vous avez quand même beaucoup besoin de chauffage quand il y a peu de soleil en hiver. Donc, c'est vrai que l'efficacité globale de ce système-là fait que ce n'est pas toujours rentable économiquement de le faire, mais disons, dans des latitudes plus au sud, on peut avoir effectivement des apports solaires qui suffisent à chauffer un bâtiment ou à fournir une bonne partie de l'énergie d'un bâtiment. Un jour comme aujourd'hui, ça ne marchera pas à Bruxelles, mais il y a peut-être des jours où ça peut marcher aussi. Après, je vous dis, c'est la rentabilité économique d'une installation. Hein, toutes les installations les plus efficaces en récupération d'énergie, en optimisation d'énergie renouvelable, ben, ont des coûts importants. Et la question de savoir, c'est à quel moment jusqu'à quand c'est rentable et à quel moment ça devient du chipotage pour gagner 1% sur votre facture, quoi. Oui, ok. Oui. Ok. Et alors, j'ai une dernière question. J'abuse un peu maintenant que j'y suis. Vous aviez un moment dit que la prime chauffage ou la prime gaz s'arrêtait en 2023. Et là, on a une chaudière qui arrive vraiment en bout de vie. Mais c'est une chaudière au gaz. Ça veut dire qu'on n'aurait pas de prime dès janvier pour la remplacer, c'est ça? Je pense que c'est dès janvier, si je ne me trompe pas, mais à vérifier. Oui, après, si je peux être honnête, les primes en chauffage sont pour le moment pas très élevées non plus. Ok. C'est l'ordre de 800 à 1000 euros pour le tertiaire. Donc, bon, c'est vrai, c'est quand même dommage de perdre ce budget-là, mais voilà, c'est pas la moins bonne des nouvelles qu'on puisse avoir. Ok. Ça va. Oui. Et par Merci contre, tant beaucoup. qu'on est dans les primes et dans le solaire thermique, quelqu'un a fait remarquer sur le chat qu'il y a bien apparemment une prime pour le solaire thermique. Et effectivement, sur Rénolution, ils disent que les personnes morales peuvent bien avoir une prime pour le solaire thermique. C'est 2500, 3000 euros selon votre catégorie. Donc voilà, petit rectificatif. Merci. Mélina Keroulis, votre main est levée. Merci déjà pour la présentation. Nous, on a une question parce qu'en fait, on est un centre d'entreprise à Saint-Gilles. Le bâtiment est vraiment un bâtiment surface vitrée. Et donc, On vous entend très peu. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus près du micro, s'il vous plaît? est-ce que c'est mieux là? Un petit peu. Au plus fort. Ok, et là, ça va mieux? Ah oui. Très bien, parfait. Ok. Donc nous, on disait qu'on est un centre d'entreprise situé à Saint-Gilles et en fait, on a un bâtiment avec beaucoup de surface vitrée. Et effectivement, avoir du triple vitrage, c'est coûteux. Et est-ce qu'il y a d'autres alternatives ou solutions intermédiaires avant de penser à l'installation de triple vitrage qui permettrait d'isoler un peu mieux ce bâtiment qui est quasiment fait que de verre en fait? Les surfaces vitrées, c'est jamais, même un triple vitrage est moins performant qu'un mur isolé, hein. Oui, on Donc, se rend bien compte. oui, mais je veux dire que la seule astuce qu'on peut vous donner, c'est peut-être de repenser à ce que vous avez besoin d'avoir des vitres partout. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir une partie, de condamner une partie de la surface vitrée et de mettre une partie isolante, une allège isolante, peut-être un peu plus conséquente. Ça a été une grosse mode à une époque, effectivement, de faire des tours de verre avec des vitres partout, mais les performances sont pas vraiment là. Ok. Donc, réduire la surface de vitrage, ça peut être une solution.
On peut éventuellement garder sur un vitrage existant, remettre un isolant comme si le vitrage était un mur, donc ça change l'aspect extérieur, mais ça ne vous fait pas faire de travaux, pas de permis d'urbanisme pour changement d'aspect de la façade, etc. Voilà. Après, il n'y a pas de Mais miracle. du Pour coup, doubler des réduire fenêtres, la surface vitrée, c'est moins coûteux que faire du triple vitrage, même si j'entends que c'est plus performant, toujours plus performant d'avoir moins de surface vitrée, on est d'accord, mais en termes C'est-à-dire de que coût d'investissement, parce qu'on c'est est... une question de coût, hein. C'est qu'effectivement, un triple vitrage du mètre carré, ça fait tout de suite des très grosses sommes. Donc, si tout votre mur est en vitrage, vous êtes parti sur des très gros budgets. Après, faut voir un peu avec un entrepreneur qu'est-ce qu'on vous propose. Si on enlève complètement le vitrage, qu'on crée une allège isolée et qu'on remet ne serait-ce qu'un double vitrage sur une plus petite surface, comparer ça avec... ça, c'est vraiment une équation économique à voir. Mais je vous dis, le triple vitrage, même un très bon triple vitrage est moins bon qu'un mur isolé. Donc, Ok. Mais ça, on est d'accord que ça nous embarque dans des travaux beaucoup plus conséquents avec des permis d'urbanisme et j'y connais rien en bâtiment, mais sur dénaturer le bâtiment d'un architecte, enfin, est-ce que c'est OK? ça dépend quel est votre bâtiment, mais c'est sûr que l'urbanisme de la commune, ils vont sans doute pas être très, très enthousiastes à ce que vous changez ça. Après, des fois, il y a des choses qui s'argumentent, hein. Ça dépend un peu de votre cas de figure, mais ce que je sais, c'est que tout ce qui est à l'intérieur du bâtiment, derrière la vitre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, vous pourriez très bien construire une isolation à l'intérieur en gardant le vitrage, mettre une isolation comme si c'était un mur qui va être opaque d'un côté et qui va faire un reflet différent dehors. Mais là, vous avez le droit de le faire sans permis, sans rien. Et ça va vous permettre de créer une isolation sur votre surface vitrée. Il faut voir techniquement comment c'est réalisable, mais Oui, puis maintenir quand même l'aspect esthétique des lieux, quoi. ça change forcément nettement, hein. Ça, c'est sûr que je ne sais pas l'aménagement intérieur, je ne sais pas où sont placés vos radiateurs. On pourrait venir Ouais, OK. vous donner des conseils là-dessus, hein, mais, OK, ça et donc là-dessus, Mais- pour se mais- faire orienter conseiller, c'est plutôt des professionnels du bâtiment, c'est qui? Mais n'hésitez pas à prendre contact peut-être avec nous, oui, parce qu'on on fait va des vous guider assistances là-dessus travaux, comme aussi, ça hein. on aura plus le temps d'en discuter, peut-être regarder un peu votre parfait. bâtiment, etc. Donc comme c'est un peu spécifique et on Ouais. peut effectivement vous conseiller à ce niveau-là. Super. Donc je pense qu'il n'y a plus de questions de main levée, donc je vais prendre les questions des chats. Je profite pour faire un petit rappel pour le formulaire d'évaluation. Donc c'est vraiment important pour nous d'avoir les évaluations, donc merci de prendre le temps, ça prend 5 minutes avant de quitter la séance, sinon après on verra, nous on ne le fait plus. Donc il y avait une question, est-ce qu'il est intéressant, est-ce que vous recommandez de se chauffer au bois, pardon, que ce soit pas le poêle au pellet, chaudière au bois, donc quel est un peu notre avis là-dedans? On en a déjà un peu parlé dans l'exposé. Ça reste une énergie renouvelable, donc si vous avez la possibilité de le faire, oui, on le recommande. Après, c'est une logistique quand même différente que une pompe à chaleur ou une chaudière au gaz, dans le sens où il faut stocker les pellets ou le bois les livrer. et il faut se les faire livrer. Donc voilà, en fait, c'est un choix plutôt à faire en interne d'un point de vue gestion du bâtiment. Mais en termes de performance, ça peut permettre une installation tout aussi performante que les autres, tout en utilisant une énergie renouvelable. Voilà. C'est quand même quelque chose qui n'est pas très encouragé au niveau des grandes agglomérations, dont Bruxelles, pour une question de pollution de l'air, de particules fines. Même si les chaudières, voilà, les plus modernes vont avoir une bonne qualité de combustion, ça crée quand même des particules fines en quantité. Et là, il y a quand même une décision politique importante de bannir les voitures à essence et à mazout à gasoil pour ne pas créer des particules fines, enfin avoir un taux de particules fines dans les villes élevé. Donc c'est typiquement à l'inverse de ce qui est décidé au niveau du trafic routier.
Donc, je sais qu'il y a certaines villes pour lesquelles l'usage du bois est interdit ou interdit à certaines périodes, quoi. Donc, voilà, si vous êtes un peu en périphérie de Bruxelles, près des forêts peut-être, si vous êtes en plein centre, à mon avis, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu... voilà, on n'a pas forcément envie d'encourager complètement. Ok. Donc, question suivante. Quelle est la durée de vie de l'appareil de ventilation mécanique? Alors, il faut bien l'entretenir. C'est vraiment très important. C'est des moteurs, donc des moteurs nécessitent entretien. Mais je n'ai pas en tête des durées prédéfinies, mais en visite, on voit souvent des appareils de 15-20 ans qui sont tout à fait encore fonctionnels. Donc, je pense que ça peut durer une bonne trentaine d'années. Oui, en fait, c'est assez réparable, hein. C'est-à-dire qu'en gros, les pièces d'usure, ça va être l'échangeur thermique et ça va être les ventilateurs. L'échangeur, si on entretient bien avec des filtres, normalement, c'est mécanique, hein, donc ça ne peut pas s'user vraiment. Et les moteurs électriques, bah, c'est comme n'importe quel moteur électrique, effectivement, on peut avoir à le changer, mais ça ne remet pas en cause économiquement l'intérêt de mettre une ventilation mécanique. On est sur des tout petits budgets, hein, c'est quelques centaines d'euros pour changer un ventilateur tous les 20 ans. C'est vraiment très très peu, donc il n'y a pas de point faible à ce niveau-là. Monsieur... Voilà, Monsieur Scoé a levé la main. On vous écoute. Oui, bonjour. Enfin, merci pour l'exposé qui était très clair. Juste une question par rapport à l'impact d'une toiture qui n'est pas isolée pour les étages qui ne sont pas le dernier étage. C'est particulièrement important quand on a un bâtiment qui est occupé par plusieurs occupants. Comment on peut convaincre, je dirais, les occupants des étages qui sont pas au dernier étage, quoi. Donc, est-ce que j'ai bien compris? Donc, vous occupez un étage et vous avez des gens au-dessus de vous et des gens en dessous de vous. Et Donc, typiquement, vous avez une école qui est dans un bâtiment occupé par d'autres organisations. Oui. On a vu que c'était important de pouvoir isoler le toit. Vous l'avez démontré à travers le pourcentage de déperdition calorifique. Quel est l'impact? Donc, le dernier étage, c'est clair qu'il y a un impact sur le chauffage du dernier étage. Quel est l'impact pour les étages qui sont en dessous? Est-ce que vous avez des données par rapport Alors, à ça? si l'étage au-dessus est chauffé, vous n'avez pas de perte par votre plafond quasiment, puisque vous avez la même température entre votre voisin du dessus et vous-même. Donc là, il n'y a pas de nécessité de faire une isolation entre les deux planchers, entre les deux niveaux, parce qu'il n'y a pas de perte. C'est évidemment un peu différent si votre voisin du dessus, je sais pas, c'est une salle de yoga qui marche que le samedi, qui est chauffée qu'un jour par semaine, et puis le reste du temps, c'est pas chauffé du tout. Là, vous avez potentiellement un local un peu plus frais au-dessus de votre tête, et donc vous avez une petite perte. Ça correspond à un local non chauffé, mais pas ouvert au vent extérieur. Donc, le bénéfice d'énergie, l'économie d'énergie, c'est votre voisin du dessus qui va le ressentir quand il va isoler sa toiture. Oui, justement, c'est ça le problème, c'est que si vous avez un bâtiment qui est occupé par plusieurs occupants, ce sera essentiellement le dernier étage, l'occupant du dernier étage qui se battra pour pouvoir une isolation de son toit, Oui. et les autres s'en foutront un peu, hein. C'est un peu ça le problème en fait. C'est le problème des copropriétés, c'est toujours un petit peu ça, hein, c'est que chacun a défend un peu son intérêt égoïste. Oui. Mais peut-être, je voulais rajouter à ce niveau-là que quand vous êtes une copropriété, si vous devez, par exemple, si vous avez une toiture plate que vous isolez, en fait, les primes vont couvrir le surcoût de l'isolant. Et donc là, avec les primes de copropriété, et donc là, ça vaut vraiment la peine quand on refait la toiture. Finalement, ça va coûter rien de l'isoler parce que les primes vont couvrir ce surcoût de l'isolant. Et donc là, vraiment, ça incite les copropriétés à isoler leur toiture. Donc ça, c'est dans le cas quand une toiture doit être de toute façon refaite. Et donc là, il faut vraiment se battre en disant, ben, moi, alors je paye le surcoût d'isolant et je touche les primes moi-même. Ça peut se faire aussi, quoi. Donc, Oui, d'accord. Ok, merci.
Alors, il y avait encore une question dans le chat. Donc, bonjour. Est-ce que les primes PAC Rénolution sont valables aussi pour le tertiaire résidentiel? Oui. Donc, le tertiaire ou tertiaire résidentiel, ça reste tertiaire. Je pense que vous rentrez juste dans la catégorie collectivité, donc la catégorie 2. Mais ouais, Oui. c'est Ce qui n'a pas l'air d'être le cas, c'est pour les chauffe-eau via des pompes à chaleur. Donc, c'est les chauffe-eau thermodynamiques. Ouais. Eux, il n'y a pas de prime pour le tertiaire. Mais la pompe à chaleur pour le chauffage du bâtiment, ça existe. ça existe tout à fait. Je regarde parce que j'ai le tableau juste là. Ouais, c'est 25% des coûts. Oui, 25% des coûts. Voilà. Mais commencez bien par isoler. Ça, on vous l'a dit plusieurs fois. Mettre une pompe à chaleur tant que vous n'êtes pas isolé, ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Il n'y a plus l'air d'avoir d'autres questions. Dernier petit rappel peut-être pour le formulaire d'évaluation. Oui, c'est ça, on espère. On va déjà aller voir s'il y a des réponses. Bon, ben, parfait, on est pile poil dans les temps. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un autre webinaire donc, jeudi prochain. Il y a encore moyen de s'inscrire. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore d'autres questions. Ben, voilà, on est toujours disponible. Si vous voulez parler d'un cas particulier dont vous n'avez pas osé parler ici devant tout le monde, n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, merci à tous pour votre participation et à nos deux orateurs de cette matinée. Et voilà. Sur notre site, comme ça vous... Ah oui, c'est ça, on met l'adresse. Voilà. Et donc, on demande le sujet du webinaire de jeudi prochain. Donc, jeudi prochain, c'est sur les mesures prioritaires à mettre en œuvre pour diminuer vos consommations d'énergie. Donc, ça va être plus des mesures court terme. On va parler, voilà, régulation de chauffage, comment utiliser une vanne thermostatique, la ventilation. Enfin, on va brosser pas mal de choses la semaine prochaine. Quelqu'un qui va encore entrer. Ouais. OK, ben merci pour votre participation. Vous avez beaucoup de petits messages, hein? Ouais. Je vais arrêter l'enregistrement si tu veux. Oui, on peut couper l'enregistrement. Excellente journée à